Il est devenu aujourd'hui presque illégal d'être masculin. Bientôt, vous n'aurez plus le droit de faire du sport, d'être riche, de vous cultiver, de manger des côtes de bœuf maturées de 75 jours. Pas plus tard qu'hier, j'étais dans un restaurant italien pour manger une escalope milanaise. Et j'ouvre le menu et je ne la trouve plus. Et je demande au serveur, mais où elle est passée? Il me dit, on l'a enlevée de la carte. C'était trop viril. Une escalope. Trop viril. Ce discours de la crise de la virilité, il est presque aussi ancien que la virilité elle-même. On a ce discours de la crise de la masculinité, et c'est un discours qu'on peut retrouver, c'est assez incroyable, hein, dans n'importe quelle sphère culturelle, religieuse, n'importe quel type de régime politique, de régime économique. Toujours cette idée que avant les hommes étaient des vrais hommes et pouvaient être des vrais hommes, mais attention, c'est en danger. Et il faut absolument réaffirmer la virilité, la réinventer, pour qu'elle puisse à nouveau dominer. Deshalb, diese Krisenerzählung ist eigentlich ein Opfernarrativ von Konservativen und also in die Gegenwehr gehen, in die Abwehr und wieder zurück in die 50er Jahre wollen. Comment sait-on qu'on est viril en réalité? On n'est jamais assez viril, il y a toujours plus viril que soi. Je ne sais pas si je pourrais te répondre sur qu'est-ce qu'un homme viril. Je pourrais en revanche te dire ce qu'il n'est pas. Niewzruszony, nie okazuje emocji, nie płacze, bardzo lubi ryzyko, niczego się nie boi, potrafi się bić. No, w takiej sztywnej jednak ramce i nie pokazującą po prostu po sobie emocji tego jakiegoś tam wnętrza, które mogłoby zupełnie inaczej wyglądać. Baiser comme un homme, parler comme un homme, crier comme un homme, marcher comme un homme, pisser comme un homme, c'est vraiment toutes les habitudes qui font que tu es dans les codes du masculin et que tu en sors pas. La virilité, elle est inhérente à la vie sociale, parce que le corps humain et l'usage de la force physique est présent et a toujours été présent dans la vie sociale. Occuper l'espace, ça passe à la fois par le verbe, ça passe aussi par le corps. La virilité, elle est associée à beaucoup de notions qui, selon moi, sont accrochées à une forme de violence. Ja, marche bien. Alle mit Männerbildern auf, die den Körperpanzer repräsentieren, also starke Männlichkeit, toxische Männlichkeit, die nicht viel reden können, denen es schwerfällt, über Gefühle zu sprechen. Si tu chutes, tu tombes. Si tu tombes, tu recommences. Allez, relève-toi. Allez, bonhomme, relève-toi. Relève-toi, allez. Allez. On voit tout de suite le piège. C'est-à-dire qu'on associe la puissance à la masculinité. La virilité n'est jamais achevée, elle est toujours en devenir, c'est toujours une quête. Elle est un idéal impossible à atteindre. La naissance du mythe viril, c'est avant tout la naissance d'une hiérarchisation des sexes, parce que c'est ça qui prend naissance à l'Antiquité. Le postulat posé dans l'Antiquité, c'est celui d'une supériorité ontologique, naturelle, essentielle, du principe mâle sur le principe femelle. Ce sont les dieux qui t'ont envoyé, Centurion. Je crois que sans ton courage et ton audace, je serais morte. Je ne sais comment te remercier. Je n'aurais pas cru possible. Pour les muscles de Glaucus, tout est possible. Rien ne leur résiste. On va voir que la femme est privée de droit, elle devient une éternelle mineure, elle ne peut plus rien faire sans l'autorisation d'un homme, qu'il soit son père ou son époux, notamment à partir d'Aristote. Aristote qui va théoriser cette hiérarchisation à partir d'une idée de hiérarchie des fluides. Cette idée que la femme, comme elle perd son sang,
Elle a un sang impur, elle ne se gouverne pas elle-même, donc elle ne peut rien gouverner. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Comment ça vous va bien parlez se passer, madame, vous allez voir. Alors que l'homme, c'est le logos, c'est la transcendance, c'est la verticalité, c'est l'accès au ciel, aux idées, à la raison, à tout ça. L'homme verse son sang, il donne son sang. L'homme, lui, a un sang glorieux. C'est à la fois une cosmologie, une mythologie, une philosophie. Et c'est un idéal avant tout guerrier. Il s'agit d'être fort, musclé, vaillant, courageux, héroïque, d'avoir le goût de la compétition, d'avoir le goût du sacrifice. On leur enseigne à être dur, en fait. On leur apprend à ne pas exprimer leurs sentiments, ne pas les écouter, parce que pleurer, c'est pour les filles, être sentimentale, c'est un truc de chochotte. Et en réalité, la finalité, c'était quoi? C'était d'envoyer des soldats à la guerre. Donc en fait, toute leur éducation visait à leur faire croire que l'idéal pour un homme, c'était de viser la belle mort, la mort héroïque. L'individu n'est rien. Au 19e, on va voir le mythe militaro-viril qui va être porté à sa quintessence. Donc c'est magnifique de mourir pour l'armée napoléonienne. Cette figure du guerrier, elle est complètement fragilisée dans les deux grandes guerres mondiales du XXe siècle, mais surtout la première, qui est un événement et une rupture fondamentale dans cet ethos guerrier. La guerre traditionnelle, c'est une guerre qui se conduit épaule contre épaule, épée contre épée ou fusil contre fusil. La guerre, je dirais quasi contemporaine, c'est une guerre qui commence à multiplier non seulement les obus, mais les obus qui explosent. Et qui du coup entraînent des fragments qui viennent vous frapper alors que vous ne les attendiez absolument pas et alors que vous ne les voyez pas. Cette figure du soldat qui s'avance magnifiquement sur le champ de bataille avec son casque rutilant sur son cheval, impeccable, en bravant les projectiles fièrement et courageusement et virilement, dans les tranchées, c'est plus du tout la même mise en scène. C'est-à-dire que là, on a un soldat qui est couché, plein de boue, les poux, la faim et la trouille. Vous êtes quelqu'un qui subit, et vous êtes obligé de vous coucher. Alors d'un côté, évidemment, ça maintient l'image du héros et de celui qui a des médailles, qui a des citations, etc. Mais de l'autre côté, ça entraîne de la part des soldats eux-mêmes le fait qu'ils n'ont pas forcément du tout été des héros et qu'ils ont subi de manière assez affreuse. C'est un niveau de choc pour l'Europe qui était du jamais vu dans le vrai sens du terme. Et de ça émerge en fait le fascisme italien puis le fascisme allemand, avec un discours de la crise de la masculinité. On va dire, en fait, les hommes allemands et italiens sortent des tranchées traumatisés. On dit que c'est la boucherie de la guerre qui a créé la crise de la masculinité, mais la solution, c'est plus de guerre. Il y a cette rhétorique dans la droite nationaliste, en France comme en Allemagne, il faut régénérer la puissance virile. Réactivation de la virilité à l'antique, qui est complètement atrophiée, qui est annihilée.
En 1936, le jeune fasciste, il est grand, il est musclé, il est arrogant, il n'a peur de rien. Vous allez voir chez Mussolini qui veut, dit-il, recréer une classe de guerriers invincibles et qui, lui, se montre volontiers en train de faire du ski, du sport. Donc il y a ce mythe de l'athlète qu'on retrouve aussi chez Poutine, hein, quand il pêche des poissons énormes. Emmanuel Macron, il a vraiment aussi réactivé tous les mythes virilistes. Le soir de son élection, il remonte les Champs-Élysées sur un char. Et il est filmé de profil, on dirait qu'il a le nez de Napoléon. Il parle de guerre, de réarmement. Donc on est en plein dans la réactivation du mythe de la virilité aujourd'hui. Donc je pense que ça vient du sommet de l'État, en réalité. Hein. Que dis-tu de cela, Bassès? Il y a d'autres moments où la guerre est importante dans ce discours sur la crise de masculinité. Évidemment, un cas emblématique, c'est la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam arrive dans un moment de révolution contre-culturelle. C'est le fameux mouvement des hippies. Comment ils se distinguent en termes esthétiques et en termes vestimentaires, entre autres? Bien, les garçons ont les cheveux longs. Ils s'habillent, on dira, en filles. Et en plus, imaginez, ils veulent faire l'amour plutôt que faire la guerre. Donc là, vraiment, c'est n'importe quoi. Et donc, évidemment, les forces conservatrices et réactionnaires sont totalement scandalisées. Et elles disent, en fait, c'est la menace de l'androgynie. On ne distingue plus les hommes et les femmes, on ne distingue plus les sexes. Et ça, c'est une preuve de fin de civilisation, c'est une preuve de décadence. En fait, la guerre du Vietnam, et surtout le fiasco vietnamien, le sentiment de défaite tragique que traverse l'Amérique à ce moment-là, va enchaîner deux vagues, on pourrait dire, de retour de bâton. Deux vagues de films. On va essayer de traduire cette pathologie de l'échec. C'est un peu la différence entre Rambo 1 et Rambo 2. Le premier Rambo, film qui arrive au début des années 80, on est encore dans ce sentiment de crise existentielle où on regarde en face les bandes d'hommes, comme ça, des vétérans qui reviennent à la maison et qui ont leur virilité complètement remise en question. Ce sont les soldats qui étaient partis en héros. Les soldats reviennent et on les appelle les baby killers, les tueurs d'enfants. Et ça engendre des modèles de virilité inquiète. C'est exactement ce qu'est Rambo dans le premier film. C'est un vétéran honteux. C'est un mâle honteux. Le deuxième volet, c'est vraiment l'incarnation du passage à une autre époque, à une deuxième vague de réponse au fiasco vietnamien. Et là, cette fois-ci, c'est la restauration de la confiance. On parle du cinéma des années Reagan, on parle de restauration réganienne. C'est l'appareil sécuritaire américain incarné par le corps dur de Stallone. On a l'impression d'un spot de recrutement pour le corps des Marines américains qui mettent en valeur à la fois ses pectoraux et sa mitraillette. Vous êtes féministe. Qu'est-ce que vous pensez du MLF? Je suis pas du tout d'accord pour qu'une femme commande à la maison. Ah, les féministes, mon Dieu. Si, elles sont libres tout en étant au foyer, à mon avis. Hein. Elles doivent rester à la maison. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Le féminisme. C'est la fin du privilège masculin qui serait la fin de la virilité. Comme si le monde ne pouvait pas équitablement se partager et comme si nous voulions, les femmes, voler quelque chose. L'angoisse, elle est assez facilement lisible et elle est liée au fait que la tradition va dans le sens d'une domination masculine. Lorsque j'étais enfant, ça me paraissait invraisemblable qu'en quelque sorte, une femme puisse diriger le foyer.
voyez, quand j'avais 10 ans. Bon, or ça a profondément changé. Alors je vois pas pourquoi on serait contre les hommes, ça, alors là. Oui, mais on refuse les relations de domination entre hommes et femmes, parce qu'il y a des hommes qui n'acceptent les femmes qu'en tant qu'elles gratifient leur instinct de domination, et ça, nous le refusons. Nous voulons des relations équilibrées, et c'est très rare à obtenir. Peut-être que la crise de la masculinité aujourd'hui, elle est légèrement différente de ce qu'elle a pu être par le passé, parce qu'il n'y a pas que des hommes qui disent qu'il y a une crise de la masculinité et il faut que les hommes redeviennent des hommes. On a aussi des critiques féminines et féministes de la masculinité qui essayent de remettre en question la domination masculine, remettre en question le patriarcat. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va améliorer les choses? C'est pas évident. Les femmes qui cherchent la confrontation, les femmes qui cherchent à contredire, les femmes qui cherchent à lider les choses sont des femmes masculines. Et tu n'en veux pas. De plus, ce sont des femmes qui ne respectent pas ta place d'homme et qui ne te respectent pas en tant qu'homme. Des hommes disent « Nous sommes en crise à cause des femmes. Les femmes nous écrasent, les femmes nous oppriment. Il faut qu'on se reprenne en main, il faut qu'on se défende. » Le discours de crise de la masculinité, c'est comme un fusil à deux coups. Donc, le premier coup, c'est qu'il dit « Les hommes sont en crise, nous souffrons à cause des femmes et des féministes. » Et donc, le deuxième coup, c'est toujours pour discréditer l'émancipation des femmes réelle ou à venir ou qu'on pense qui menace d'arriver. Ce mouvement féministe, il n'apporte que des malheurs, il n'apporte que la souffrance aux hommes, il détruit la famille, voire il fragilise la nation, il menace même la civilisation, entend-on parfois. Why you need to kill the beta male inside of you before he kills you. We're currently living in a world that attacks men for their masculinity. It's time to change the narrative. Let's stop this bullshit narrative of men are the fucking problem in the world. Eh oui, les gars. Il y a une fissure dans le modèle viril depuis, je dirais, environ un siècle. W jaki sposób świat poszedł do przodu, jakie zmiany społeczne nastąpiły. Mam tutaj na myśli emancypację kobiet i to wszystko, co się dzieje wokół kobiet, dziewczyn, tego, że rzeczywiście role społeczne się zmieniają, że kobiety walczą o swoje prawa od kilkudziesięciu lat. C'est pas juste de la souffrance, c'est de la colère. Ils sont en colère contre les femmes. Et cette colère-là, elle est destructrice, elle est dangereuse. Elle n'est pas du tout une voie vers une sorte de réconciliation ou d'amélioration des rapports. L'homme, depuis fort longtemps, a cherché à dominer son environnement. L'homme partait à l'aventure, partait chasser, partait découvrir de nouveaux horizons. Et cette mentalité-là est restée en nous. Durant la préhistoire, c'est pas la femme qui ramenait le mammouth dans la grotte. C'est vrai. La masculinité est en pleine dégringolade dans le monde moderne. Alors, comment rétablir cette masculinité ? Modern society is demasculating men, and here is how, as a man, you avoid being demasculinated. Du côté des antiféministes, des masculinistes, vous avez aussi, évidemment, l'utilisation des nouveaux médias sociaux, même s'ils avaient déjà leur antenne avant, leur moyen de diffuser leurs idées, y compris d'ailleurs sous la forme de livres. On peut penser à quelqu'un comme, malheureusement très bien connu en France aujourd'hui, qui est Éric Zemmour. Un de ses livres qui l'a rendu célèbre au début des années 2000, c'est 2006, c'est Le Premier Sexe, qui est un livre hyper masculiniste. Le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Mais bien sûr que si, sinon il se dilapide. Je parle de dominant, de domination, c'est-à-dire du féminin et du masculin. Par rapport au profil des hommes qui y participent, je pense que ce sont des hommes qui sont en tout cas à la recherche de pouvoir, de domination, mais qui comprennent justement que le monde change. Ils parlent de dévirilisation du monde, de féminisation des hommes. Et ça, du coup, ça les dérange. Et c'est ce qu'ils cherchent justement dans les clans de masculinisme, dans les clubs ou les formations, c'est de pouvoir incarner ce qu'ils ont toujours rêvé d'être. Te souviens-tu de tes rêves d'enfance?
Tu voulais être un pompier, un astronaute, un pilote de course, tu voulais être un aviateur, un aventurier, un héros. Rappelle-toi cet élan puissant quand tu jouais au chevalier. Le héros est toujours là, refusant de baisser les bras. L'entends-tu rugir en toi? In a society that wants men weak, lonely, addicted, and easily manipulated, this place provides everything a man needs to retake control over his life. Une fraternité, un coup de pied aux fesses, une envie de se dépasser, d'être un homme. I woke up this morning feeling reborn. Une autre forme de réaction à la prétendue ou à la soi-disant crise de masculinité, ce sont ce qu'on va appeler, disons, les retraites entre hommes, en non-mixité masculine. C'est souvent une fin de semaine, un week-end, 3-4 jours. C'est toujours dans la nature. Et ils poussent des voitures. Il y en a vraiment de plusieurs formes. Ils proposent des modèles. On va voir si vous êtes plutôt le modèle chasseur ou le modèle sage ou le modèle pèlerin. Bref, des sortes d'archétypes là, qu'ils essaient de vous vendre. Alors, ça donne des rituels sur lesquels des hommes se réunissent ensemble, vont dans les montagnes, vivent pendant quelques jours sur un mode qui leur restitue, en quelque sorte, leur possibilité de dominer la nature, leur possibilité de retrouver ce qu'ils appellent les instincts premiers, et qui sont des instincts que eux considèrent comme ayant été bafoués. Qu'est-ce que vous pensez des hommes, justement, qui participent aux tâches ménagères? Oh ben, l'homme qui fait le ménage ou qui est la serpillière, comme vous dites, dans le foyer, je pense que ça se retourne à plus ou moins long terme contre eux, parce que je pense que dans le ménage, il y a une question de rapport de force. Et lorsque l'homme veut trop renoncer à sa masculinité, eh bien, je pense que les femmes prennent conscience de leur force et qu'à ce moment-là, il s'établit un rapport de faiblesse au détriment de l'homme qui, à long terme, se retourne contre lui. Et dans les nouvelles générations, que l'on appelle les papapoules et les nouveaux pères, il y a beaucoup de divorces. Donc il y a une figure qui s'est déstatifiée, désacralisée, c'est la figure paternelle. Cet homme qui est pourvoyeur de ressources, donc qui arrive dans son foyer avec une femme qui est attentive et qui s'est occupée des enfants et de la cuisine et du ménage. À l'origine de ce mythe de la virilité, il y a la puissance du père. Puissance qui est la puissance jupitérienne. Jupiter, au départ, c'est Jupater, c'est le père des dieux, donc c'est le père des hommes. L'idée que l'homme est tout puissant dans sa famille. Pouvoir absolu donc sur sa femme, mais aussi sur ses enfants qui sont sa propriété. The father is greeted most respectfully. He is the head of the family, and his word or judgment is never questioned. La femme, c'est la procréation, mais la filiation, c'est l'homme. Et la filiation est hautement symbolique. Alors, quand il est avec moi, eh ben, on va au match de foot du Parc des Princes, on va au bowling, on va jouer au flipper, on va dans des lieux, disons, masculins, dans des cafés. Depuis une 50aine d'années, disons, on est passé d'une famille verticale à une famille horizontale. Et puis, il y a aussi deux événements juridiques qui sont importants, en France comme en Allemagne. L'abandon de cette notion de puissance paternelle au bénéfice de l'autorité parentale conjointe. Le père perd son statut de Dieu tout-puissant de la famille. Et puis, plus récemment, il y a l'abandon du patronyme. Donc, c'est plus le nom du père, c'est le nom de famille. Et donc, ça peut être aussi le nom de la mère. Et donc, ça, c'est un événement extraordinairement important. La figure du père, c'est quand même le premier modèle qu'on a, si on l'a à la maison. Ce qu'il fait régner comme ambiance, ce qu'il véhicule comme modèle, ce qu'il vous donne aussi comme conseil, mine de rien, ça reste. Les êtres humains sont des machines à imiter. Ça peut être marrant quand c'est faire semblant de boire un café quand on a 2 ans, mais c'est aussi vrai dans les rapports humains, dans les rapports amoureux. Et on voit dans les collèges, dans les lycées, des jeunes qui se mettent en couple à l'âge de 12-13 ans et qui reproduisent déjà des comportements amoureux qu'ils ont vus soit à la maison, soit dans les films, dans les séries télé, avec déjà cette histoire de domination.
Ce serait exagéré, je pense, de dire c'est la faute des pères, parce que c'est la faute d'une société tout entière qui a encouragé ça. Croyez pas que je sois misogyne, mais quand je vois tous mes copains sous le regard noir des frangines, courber les chines. Pendant longtemps, j'étais en accord avec les féministes, donc je m'écrasais. Je me suis castré. La masculinité qu'il y a en chacun de nous, elle est instinctive. Comme le simple instinct de vouloir avoir un rapport sexuel avec une femme. C'est un instinct primaire. Et la masculinité en tant que telle est une réaction instinctive à la vie. I said I want to fuck her. Dans toute l'histoire de la virilité, on a quelque chose qui est très caractéristique, qui est ce besoin de vantardise ou de fanfaronnade sexuelle, de se vanter de ses conquêtes. C'est très important pour un homme de prouver qu'il est bien un homme, c'est-à-dire qu'il a une activité sexuelle abondante. Il y a une tradition selon laquelle l'homme étant tellement dominant, il peut parfaitement collectionner les relations féminines. Et moi, je me rappelle de collègues qui donnaient des chiffres, etc. N'entrons pas dans les détails. Bon, la tradition est forte, et la tradition n'a pas, évidemment, complètement disparu. Never say sorry. If you're wrong, still don't say sorry. Comprenez bien ça, les femmes aiment les connards. Peu importe ce qu'elles vous diront, peu importe ce qu'elles diront dans les commentaires de ce TikTok, les femmes aiment les connards. Tu vas vouloir avoir la validation de la señorita, tu vas vouloir être sûr que tu lui plais, tu vas vouloir être sûr qu'elle est intéressée par toi, tu vas vouloir lui montrer à quel point t'es le gars qu'il lui faut. Comportement d'homme fort, cet homme a de la valeur, cet homme a confiance en lui, cet homme se respecte, cet homme doit avoir des options, cet homme s'aime, les femmes l'aiment du coup. Et oui les gars. Et donc aujourd'hui, il y a d'autres, entre autres grâce aux médias sociaux, il y a d'autres communautés en ligne. Vous avez ce qu'on appelle en anglais les pick-up artists, donc pour les apprentis séducteurs, donc les coachs en séduction. Tu veux qu'elle craque complètement pour toi? Alors, utilise ces 3 techniques toxiques pour créer une addiction émotionnelle chez une femme. Et oui les gars. Technique numéro 1, sois imprévisible. Un coup, tu lui donnes de l'attention, un coup, tu disparais. Un coup, énerve-toi sans raison avec elle, et le jour d'après, sois gentil. L'idée, le projet, c'est non seulement le fait de dominer l'autre, mais dans une certaine mesure de ne pas le faire exister, si vous voulez, de le nier, vous voyez. Avec cette idée aussi qu'il y aurait comme une espèce de droit absolu à l'assouvissement, une espèce d'appropriation naturelle du corps de la femme. Et ça, c'est un prolongement du mythe de la virilité, c'est-à-dire un homme viril s'approprie le corps des femmes. C'est des stratégies de manipulation en réalité, individuelles et de groupe. Hein, d'ailleurs, ils font ça en groupe. Les femmes sont un peu considérées comme une sorte de trophée. Ils ne sont pas tous d'affreux misogynes ou d'affreux sexistes ou d'affreux antiféministes, mais il y en a qui ont des propos vraiment extrêmement virulents, extrêmement dénigrants, extrêmement insultants à l'égard des femmes. La figure du bad boy, elle date pas d'aujourd'hui. Elle a été très encouragée à peu près à tous les niveaux du soft power, c'est-à-dire dans la culture des jeux vidéo, dans la culture de la télévision, dans la culture populaire, la musique. Au cul des bus, encore aujourd'hui, c'est Johnny Depp pour la pub Dior. Sauvage. C'est en 2024. Nous, apparemment, notre sexualité, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, ou c'est quelque chose qui nous est dû, ou c'est quelque chose qui relève de nos privilèges. Le rapport à la sexualité, il est directement lié à nos représentations sur ce qui est le masculin et le féminin. Et donc, historiquement, en Occident, en Europe, Amérique du Nord, pour une raison évidente, en réalité, qui est une raison idéologique, qui est une raison sexiste, c'est que l'adultère féminin a toujours été considéré comme plus grave que l'adultère masculin. La loi, là, la loi écrite par des parlementaires et interprétée par des juges disait qu'un adultère féminin était pire qu'un adultère masculin. C'est quand même quelque chose, là. Relax, Edie. Everything's all right. Everything's not all right. Over here, Edie. Who are you? Est-ce que vous avez déjà eu envie de violer une femme? Oui, d'une certaine façon. Ça m'est arrivé. Vous avez déjà violé une femme? Non, je serais incapable de le faire. Qui sont les violeurs d'après vous? Des détraqués, certainement. Des gens refoulés. Uniquement? Je pense pas que quelqu'un d'équilibré pense à violer une femme.
Vous avez déjà violé des femmes? Oui. Remarque, je vous dirais bien la technique pour les violer. On n'a qu'à la renverser. Quand une femme dit qu'elle s'est fait violer, est-ce que vous la croyez? Pas toujours. On dit une femme s'est trouvée seule, par conséquent elle l'a cherché. Comme s'il n'était pas naturel qu'une femme puisse se trouver seule quelque part et qu'automatiquement dans ces cas-là, elle soit obligée de risquer un viol, non? Le viol au début du 19e siècle ne pouvait être considéré que s'il y avait du sang. Vous voyez, s'il y avait une exercice de force majeure, etc. Et même, ça allait très loin. On disait ce n'est possible que si deux hommes se sont associés pour dominer une femme. C'est incroyable. Bon, lorsque vous avez des textes à votre disposition, vous voyez que le violeur a deux types de, comment vous dire, de remarques. La première, c'est qu'il est tellement emporté par sa domination qu'il est persuadé que la victime est consentante. Et il est tellement emporté par cette évidence de domination qu'il a le sentiment que la victime, non seulement elle était consentante, mais en plus elle était aguicheuse. Et qui sont les femmes qui se font violer? Celles qui sont imprudentes. C'est-à-dire? Les aguicheuses. Heureusement qu'on discute enfin de tous ces présupposés parce qu'ils sont fondés sur en grande partie sur des illusions. Ça m'est malheureusement arrivé une fois que deux gars qui m'ont reconnu et qui... je passe les détails, mais la phrase c'était « Les meufs comme toi, ça se viole ». Vous vous rendez compte de la violence? C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai ma place de femme virile dans le rap qui a décidé de prendre sa vie en main, qui a décidé de faire ce qu'elle aime et qui a décidé d'avoir une personnalité virile, ça fâche tellement que moi je touche à quelque chose qui ne les concerne pas, qu'on va faire preuve d'un sexisme extrême pour faire peur à cette femme, pour tenter de la remettre à sa place, à sa condition de femme-objet. C'est abominable. Et c'est ça que je trouve triste, c'est comment ce mec-là, il en est venu à pouvoir prononcer ces paroles à une femme, alors qu'il a sûrement une mère, une sœur, une fille, j'en sais rien. Comment on en est venu à ce point-là? Il n'y a vraisemblablement pas plus de 10% des viols qui sont soumis à une plainte de la part de la victime. Et dans ces 10%, il y a en général même moins de 10% qui aboutissent à une condamnation. Donc c'est terrible comme chiffre. C'est très récent que l'État dit, en fait, violer sa fille, frapper sa femme, c'est pas super cool. Ce qui se passait dans les familles, l'État ne s'en occupait pas. C'était vraiment l'angle mort de la politique de l'État au sein des luttes contre les violences. Savez-vous qu'il y a en France, en ce moment, des femmes battues? Ça, je l'ignore totalement, mais il y en a certainement eu depuis toujours. C'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé, ça. Des femmes battues, il y en aura toujours. Vous avez déjà battu votre femme? Oh, des petites gifles, bon. 4 fois rien. Dans certaines circonstances, oui. Battu, disputé, disons. Oui. Il y a des femmes qui aiment ça par... je sais pas, par habitude peut-être. Il y en a qui aiment être battues. Personnellement, je bats pas la mienne, bien que parfois j'en ai envie. Moi, si je veux taper ma femme, je suis sûr qu'elle fera mieux l'amour. Ça, c'est diffusé au JT de 20h, 75 ou 76. C'est avant-hier. Et c'est représentatif aussi de l'ambiance, qui est clairement une ambiance d'impunité. Et d'ailleurs, beaucoup de mecs que j'ai rencontrés racontent presque leur rancœur, en tout cas leur dégoût de voir qu'eux étaient concernés, que eux, la police était venue les chercher chez eux, les avait menottés devant leurs gosses, alors que leur propre père, qui lui tabassait tout le monde à la maison, les gendarmes, il lui serrait la main en lui disant « Bonjour monsieur ». Il y en a plusieurs qui me disaient « Moi, mon père, à l'école, il me disait « Tu vas pas le dire à la maîtresse. Si tu te prends un coup, tu le rends. Et le gamin, tu le tabasses une fois, il reviendra pas. » Et donc là, la violence, ça devient un outil dans votre bagage pour régler tous vos soucis, puisqu'en fait, vous ne connaissez que ça, elle est tout à fait banale. Ça, mine de rien, ça touche beaucoup de gens. Quand on regarde les études sur les hommes violents envers leur conjointe, ce qu'on constate, c'est que dans bien des cas, la justification, elle est liée à des logiques sexistes,
Ma conjointe n'a pas fait le repas comme je voulais qu'elle le fasse. Elle ne s'est pas habillée comme je voulais qu'elle s'habille. Elle a vu des amis que je voulais pas qu'elle voie. Elle est sortie sans ma permission. Elle ne m'accorde pas les relations sexuelles que je veux. Tout ça, c'est pas satisfaisant. C'est eux-mêmes, quand ils le disent, ils disent non, mais ça, la raison, bon, c'était secondaire. En fait, ça vient toucher, chez ces mecs-là, quelque chose de très fragile, qui est l'ego. L'ego blessé, il peut être blessé parce que votre femme vous dit qu'elle s'en va et qu'elle vous aime plus. Et donc, ce mouvement qui est vécu par l'homme comme un abandon va générer une réaction qui peut être d'ailleurs une réaction qui peut aller jusqu'au meurtre, à la possession totale. C'est-à-dire, je refuse que tu puisses appartenir, je prends des mots qui sont dans la tête de, bien entendu pas les miens, à quelqu'un d'autre que moi, tu es ma possession, donc je te possède jusqu'au bout et je te tue. Mais il faut repartir des pairs. Il faut repartir des pairs pour construire quelque chose de collectif et donc de politique. Pour moi, c'est le nœud, parce que c'est les pères qui transmettent leur modèle ensuite à leurs enfants. Et c'est pour ça que aussi cercle de parole ou autre, pour pouvoir ensuite répondre collectivement, c'est primordial de repartir de nos individualités de pères. Aujourd'hui, l'homme est à la maison en train de changer des couches. Tous ceux qui font ça sont des tocards. Le pouvoir est masculin, bordel. Putain, qui va à la guerre, qui va protéger, qui va chasser, qui va faire du travail difficile, qui est là, qui a la force physique. Les lieux de pouvoir, c'est les parlements, les gouvernements, les grandes fortunes, les propriétés privées de médias, d'entreprises, etc., l'armée, la police, les sports professionnels parce qu'il y a beaucoup d'argent, la culture, ce qu'on appelle le crime organisé. Et là, aujourd'hui, on est encore, en fait, dans des lieux qui sont très majoritairement masculins. La virilité, c'est un idéal. C'est un idéal de performance, qu'elle soit économique, sociale ou sexuelle, qui prend forme dans des démonstrations verbales ou corporelles de violence ou d'autorité. I'm proud to say that we have the best trucks ever. Are you ready to see them? Bring them on! Cet idéal, en fait, il est le même que l'idéal des entreprises et du capitalisme de manière générale, c'est-à-dire que pour perdurer, il faut être productif, il faut être compétitif. We live in an era of dynamism and growth. To build, grow and monetize. La guerre a peut-être disparu de notre horizon, mais elle s'est simplement déplacée sur le terrain professionnel. Donc aujourd'hui, on parle bien avec le lexique guerrier dans l'entreprise, des victoires, des conquêtes, des vainqueurs, des vaincus. This script, I'm going to teach each and every one of you to be the best. This is the greatest company in the world! 22 billion in 3 hours! Mais dans une guerre qui finalement va être tout aussi impitoyable que ne l'était la guerre militaire. La masculinité, comme la virilité, c'est une affaire de transmission. Il y a une forme de continuité qui se fait à tous les stades de la vie. Elle se transmet des patrons aux employés, elle se transmet d'une entreprise aux salariés. Cette transmission, elle se fait aussi par des cultures d'entreprise, notamment, par exemple, les séminaires d'entreprise. C'est un bon observatoire, justement, de ces transmissions des codes de la virilité. Qui est-ce qui va boire le plus d'alcool dans les soirées ou alors s'affronter dans des compétitions sportives, dans des séminaires de team building. Les valeurs viriles et les valeurs capitalistes s'accordent à merveille. J'aimerais bien savoir où est passée ma chemise. J'aimerais bien savoir où est passée ma chemise. Je devrais normalement avoir une chemise propre ce matin parce que tu sais très bien que j'ai une réunion et je suis pressé. Je te pose la question, où est passée ma chemise? Si le monde du travail
fonctionne encore tel qu'il fonctionne aujourd'hui, favorisant les hommes et favorisant les hommes dans les positions de pouvoir, c'est parce que les femmes réalisent la majorité du travail gratuit à la maison. Enfin, je comprends pas que tu viennes me parler à moi de tes chemises. Ça me paraît vraiment quelque chose de complètement surréaliste. Enfin, c'est pas surréaliste du tout. Enfin, je te parle de quelque chose d'élémentaire. Je crois que si je devais travailler, il faut quand même que j'ai une chemise à mettre. Tu t'en occupes de ta chemise, enfin. Il y a encore des inégalités de répartition des tâches qui sont extrêmement nombreuses. Et tous les hommes et les femmes le savent bien, c'est que quand on veut faire carrière, on ne peut faire carrière qu'à condition de se délester du travail domestique et parental. Il y a plein de femmes aujourd'hui qui se revendiquent comme étant des femmes viriles, c'est-à-dire qui ont ces attributs de la virilité. Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana. Qui peuvent être violentes, qui peuvent être autoritaires. Non, non, mais moi je suis pas là pour commenter des commentaires, voilà. Je suis là pour parler de politique. Non, mais attendez. Rejoice at that news and congratulate our forces and the Marines. No, no. Donc, se pose la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle de faire des femmes, des hommes entre guillemets comme les autres, c'est-à-dire avides de pouvoir? Et pour gagner, ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. On est encore, même au niveau politique, sur des modèles qui sont extrêmement virils. L'image du chef, c'est toujours un homme autoritaire, qui est respecté parce qu'il est craint. La politique aujourd'hui est encore un monde d'hommes, mais dans une majorité écrasante, réellement écrasante, et qui prennent des décisions pour tout le monde. Ils sont conscients de ça et ils surjouent la masculinité. Donc évidemment, il y a des codes qui sont très marqués. Ils sont tous en veston-cravate. Et puis, ils vont faire des mises en scène. Look at those hands. Are they small hands? And he referred to my hands. If they're small, something else must be small. I guarantee you there's no problem. I guarantee. Et puis, des fois, ça devient vraiment caricatural, comme quand on a Emmanuel Macron qui se met à faire de la boxe. Cette photo de Macron, et c'est également en boxeur, avec les muscles bien contractés, en train de simuler un uppercut sur un ring de boxe. Ça veut dire quoi? Que la virilité est tout à fait acceptable. C'est quoi la boxe? C'est des corps qui en frappent d'autres. La boxe, c'est de la violence. Donc le président de la République dit c'est OK. Et qu'être un homme, c'est aussi être un homme musclé, viril, qui est en capacité de mobiliser la force dans un contexte donné. Macron, ce qu'il va utiliser dans la boxe, ça va être tout le côté mauvais, je dirais même, de la boxe. C'est-à-dire le côté boxe business, boxe pro, on va montrer les muscles, très libéral, très individualiste. Et à côté de ça, on va condamner toute forme de violence un peu équivalente, mais qui aboutissent à des drames dans l'espace public, etc. C'est toujours cette question de la consistance et du manque de consistance et de la manière très différenciée selon les personnes concernées avec lesquelles on va condamner ou au contraire valoriser la virilité, l'usage de la force physique. Parfois, les qualités qu'on va valoriser chez des cadres vont être dénigrées chez des classes populaires. Le courage, l'endurance, ce sont des choses qui ne vont pas être perçues de la même manière parce que l'expression de la virilité ne va pas être la même. Être un homme ouvrier, c'est pas la même chose qu'être un homme dirigeant. Être un homme blanc et être un homme noir non plus. Et donc la virilité ne va pas être perçue non plus de la même manière selon sa position dans l'espace social.
Pour mon père, il y a différents aspects qui fait que sa virilité ou sa masculinité c'est révélé être une question de survie, finalement. Dans les années 60-70, il m'a raconté, comme lui, c'est son histoire, mais comme celle de pas mal d'hommes maghrébins de ces générations-là, en fait, qui ont immigré après la dépendance de l'Algérie, après 62. Les parents qui travaillent, son père était ouvrier dans le bâtiment, donc des milieux ouvriers, employés. Donc mon père, il a vécu avec tout ce contexte-là, politique et même géopolitique, et il me disait qu'il traînait beaucoup dans la rue. C'était un peu son repère, il y avait des bandes, puis il y avait les contrôles policiers, très routiniers à ce moment-là. Il y avait aussi la question des ratonnades, c'est-à-dire d'aller agresser des hommes noirs et arabes et des femmes noires et arabes aussi dans la rue. Selon vous, qui sont ces garçons qui ont débarqué un jour pour chercher la bagarre à Bondy? Pour moi, c'est du PFN, les FAF, quoi. Comment le savez-vous? Ouais, parce que mon copain, celui qui a été agressé, m'a donné leur description et tout, comment ils étaient habillés et tout. Ils ont crié « mort les Arabes, mort aux Arabes ». Pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Et pourtant, parmi vous, il n'y a pas que des Arabes. Ouais, mais on est majorité plutôt. La majorité, ils étaient 5, ils étaient 4 Arabes et un Français. Donc il y avait tout ce contexte-là qui fait que finalement, il s'est constitué ce que j'appelle un capital musculaire. C'est-à-dire que les capitaux bourgeois, culturels, symboliques, économiques, il ne pouvait pas les avoir, il ne les avait pas. Donc par conséquent, pour se constituer lui-même son propre capital, tout ce qui lui restait, c'était les muscles. C'était l'expression de sa virilité finalement. Il m'a dit que c'était sa bouée de sauvetage. Comme aujourd'hui, des jeunes peuvent rejoindre le MMA aussi, un autre sport de combat qui est très en vogue dans les quartiers populaires notamment. Quand Macron se prend en photo de manière très narcissique, en noir et blanc, moi j'appelle ça une réappropriation culturelle de classe. C'est pas un boxeur des quartiers qui fait de la boxe parce qu'il vit dans un environnement hostile. C'est une manière aussi d'enlever l'historicité ouvrière et immigrée de ce sport-là, d'enlever tout ce qu'il y a de politique derrière, donc c'est tout l'héritage de Mohamed Ali, du film Rocco et ses frères, de toute cette idée-là, pour en fait en tirer que l'aspect viril et l'aspect libéral. Il y a une partie de la population qui s'estime en danger, à tort ou à raison, qui est soumis à des challenges de masculinité aussi. Ça, c'est une collègue américaine qui a développé ce concept pour parler de l'hypervirilisme des gangs aux États-Unis, qui était alimenté dans le temps par des challenges de masculinité qui venaient de deux acteurs, principalement les autres gangs et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui imposent à une partie de la population des challenges de masculinité, ce qui a deux effets majeurs. La première, de se dire que, OK, l'État ne peut pas nous protéger si l'État nous agresse. Et le deuxième, c'est de dire l'État s'en prend à nous physiquement, il faut être en capacité de répondre physiquement. Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I... Tout le problème, c'est la binarité. Ce que les Grecs nous ont légué, c'est une vision du monde binaire. Il y a le féminin, le masculin, et ils sont non seulement différents, mais ils sont opposés. Donc tout ce qui vient brouiller les frontières, tout ce qui vient questionner la binarité, est perçu comme quelque chose de potentiellement destructeur pour l'ensemble de la civilisation, puisque si le socle fondateur, le socle symbolique de la civilisation repose sur la binarité, remettre en cause la binarité, c'est remettre en cause l'ordre symbolique, l'ordre politique. Donc c'est l'effondrement de la civilisation, c'est la décadence, c'est la dégénérescence. Mais si cet ordre était injuste, il faut peut-être le remettre en question. Il y a des masculinités comme il y a des féminités. C'est toutes les façons qu'il y a d'habiter ou d'incarner le sexe masculin. Timothée Chalamet, c'est un corps qui joue comme sur les tapis rouges de sa capacité à tout porter, à laisser voir son dos nu, à ne pas être bodybuildé, à ne pas être sculpté. Il a naturellement une ligne qui se voit et un visage qui... je pense qu'on peut parler d'androgynie.
Dans Dune, par exemple, il est confronté à Zendaya qui tire vers le masculin, et lui, c'est un mec qui tire un peu vers le féminin. Et quand on les voit à côté, ils ont presque la même forme de visage. On retrouverait leur squelette dans le désert de Dune, et on ne pourrait pas les distinguer tellement il y a quelque chose dans l'ossature, dans la stature, dans le physique qui est semblable. Ensuite, poteau, tu utilises du noir pour faire Zerma un trait d'eyeliner, t'as vu? Une fois que t'as fait ton trait de liner noir, tu utilises un pinceau, ma gueule, et là, faut bien estomper tout ça, t'as vu? Ce gros cliché de « un homme ne doit rien montrer », alors que vivre la vie et vivre avec les autres, c'est justement ça, c'est partager ses émotions, ses doutes. En blush, on va prendre celui-ci, les gars. Si on essaye de choisir entre les deux, je pense que c'est là où ça décartonne. Parce que si un homme décide qu'il est viril et que c'est comme ça qu'il aura le respect et qu'il faut qu'il soit absolument que viril, c'est là où il va faire des actions qui sont pas du tout OK et qui va finir par se retrouver dans un engrenage qui fait qu'il s'éloigne même lui-même de sa personnalité de base, puisqu'on ne naît pas viril. On le devient parce que la société nous a montré que c'était comme ça qu'il fallait qu'on soit pour être respecté. Il me dit retourne à la cuisine parce qu'il sait pas la faire. Je l'aime quand il nettoie ma piscine et qu'il remplit mon verre. Je comprends qu'il soit vénère, il a l'impression que je lui ai pris sa place dans l'univers. C'est pas vraiment de sa faute, on lui a dit. Il faut que ta bite soit grosse mais pas ta petite amie. Il faut qu'elle soit parfaite et qu'elle fasse pas trop de bruit. Sauf au lit, là faut que ça gueule. Je suis bien plus qu'un homme, pourquoi ça t'étonne? J'ai l'audace, l'ambition et sur le compte y'a les sommes. Entre mes deux culs c'est la porte qui mène les âmes. Dans le monde des humains, bien sûr, rappelle-moi madame. Les personnalités, c'est à nous de les créer sur comment on se sent bien. T'as des drag queens comme Peach qui font du rap, qui portent la barbe. J'arrive dans mon drap, godless, talons hauts, minuscule, c'est topless. Tu peux regarder de loin, je suis la plus bonne de tes copines. Et qui en plus sont bons dans ce qu'ils font. Et ça déchire, parce que du coup, on a sur le devant de la scène des gens qui viennent casser les codes, et c'est ça qui va permettre justement aux mentalités d'évoluer. Männer heute alles sein könnten, was sie sein wollen. Ich kann nur nicht verstehen, warum sie nicht losstürmen und das alles ausprobieren, so wie Harry Styles zum Beispiel. Ich würde gern in einer Gesellschaft leben, in der wir nicht mehr über Männlichkeit, Weiblichkeit und Binarität sprechen müssten, sondern Hello there, I'm Sheila Darwin, Alpha Male Hunter, and you're watching Alphas in the Wild. Today, we've got word of a very aggressive alpha terrorising the beaches of LA. Go, 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 go! Go! Yo! Oh. We've caught him on the ground. As you can see, he's very aggressive. He does not like this at all. Can't touch me, you're not even hard. Look at him, he's incredibly angry with me. Vous vous regardez dans un miroir et vous retracez votre parcours et vous vous rendez compte que vous aussi, vous avez contribué à cela. Et vous en avez fait partie, peut-être vous en faites encore partie. Et à un moment donné, il faut se regarder plutôt que de regarder les autres et de dire « ouais, il faut soutenir les femmes ». Et si à un moment donné, on revenait à la cause et qu'on arrêtait de que traiter les conséquences et donc de se mettre en vulnérabilité. Parce que les hommes, ont du mal à exprimer leur vulnérabilité puisque le symbole même de l'homme, c'est l'invulnérabilité. Et tout le monde doit tendre vers cette invulnérabilité. Et on doit être Superman, donc, comme le nom l'indique. I don't think I'm gonna live much longer. Say who gives a fuck? Say who gives a fuck? Dès qu'on parle en termes de masculin et de féminin, d'une certaine manière, on s'enferme dans des stéréotypes. Et dire « Ah oui, mais une femme peut aussi être masculine et un homme peut aussi être féminin », ça nous libère pas du tout des stéréotypes en réalité. Presque tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pas masculin ou féminin, c'est humain. Le care, donc la bienveillance ou le prise en soin de l'autre. Mais c'est pas féminin ou masculin, c'est comme le courage, la capacité d'action,
l'autonomie d'action, la capacité à raisonner, la capacité à exprimer des émotions. On va pas me faire croire que c'est masculin ou féminin. Et dans une journée, ben, j'imagine bien que des fois, le matin, on est dans la bienveillance, l'après-midi, on est dans l'action, en début de soirée, on est dans le courage, puis je pense que le soir, on est un peu fatigué, puis on prend un verre, puis c'est tout, quoi. I don't know what's happened to masculinity the last few years. Masculinity's far everywhere. I'm an alpha, dude. Do you have any idea how many alphas are out there? Every dude that's ever seen a kettlebell, I'm an alpha. It's like, do you know anything about wolves? There's only one alpha. Si on veut, pour moi, vivre dans un monde où on dépasse la virilité, il faut aussi qu'on se débarrasse des classes sociales et qu'on se débarrasse des inégalités sociales et qu'on se débarrasse du colonialisme, du racisme et de toutes ces questions-là. On ne peut pas se débarrasser seulement de l'expression de la virilité qui peut être problématique, parce qu'en fait, elle va retrouver d'autres formes à chaque fois. Donc pour moi, le dépassement de la virilité ne peut pas se faire sans un dépassement du capitalisme, d'une manière générale, des classes sociales, de tout ce qui est des rapports de domination, en fait. L'idéologie de la domination, c'est une idéologie de la domination de l'homme sur la femme, de l'homme sur l'homme, de l'homme sur l'animal et de l'homme sur la nature en général. Et donc la planète se rebelle, les animaux malheureusement ils ne peuvent pas le faire, les femmes se rebellent, les employés se rebellent, les racisés se rebellent. Certains n'accepteront jamais cette rébellion. Après ça, tout ça, ça change très lentement, c'est des plaques tectoniques. C'est une sorte de révolution anthropologique. Hein. C'est tellement ancré profondément en nous que c'est très difficile de faire bouger les marques. Pour que les hommes changent le regard qu'ils portent sur les femmes, il faut qu'ils commencent par changer le regard qu'ils portent sur eux-mêmes. Est-ce que je te dévore si avec l'autre bouche